Dans Endgame, on voit 2 fois Peter vers le début du film, lorsque celui-ci est maintenant décédé. Tony voit plusieurs fois son visage et se sent coupable de sa mort. La scène où Stark revoit une photo de lui avec Peter est vraiment intéressante pour plusieurs raisons. On comprend que Tony était tellement attaché à lui qu'il a gardé une photo où ils étaient ensemble, c'est dire à quel point leur relation a évolué. Mais surtout, le fait de regarder cette photo à ce moment-là du film n'est pas anodin. Tony la voit tout le temps cette photo, et c'est bizarrement le jour où on lui apprend qu'il y aurait la possibilité de retourner dans le passé qu'il s'y intéresse. Pourquoi? Parce que Tony a refusé de participer à la tentative de retourner dans le temps, alors qu'il sait que c'est certainement possible vu à quel point le personnage est intelligent. Et en revoyant Peter, il se remémore ce que celui-ci lui a dit quand il l'avait rencontré pour la première fois, et je vais pas le remettre parce que je l'ai mis il y a quelques secondes, mais c'est bien évidemment la citation « Quand tu as des pouvoirs et que tu n'agis pas et que quelque chose de mal arrive, c'est de ta faute ». Et là, Tony a le pouvoir de retourner dans le temps. Il ne le sait pas encore, mais parce qu'il ne veut pas essayer. Et donc faire l'aveugle reviendrait à abandonner tous ceux qui sont morts. S'ils ne reviennent pas, ça serait de sa responsabilité. Mais du coup, il voit la photo, change d'avis, comprend qu'il peut retourner dans le passé, le fait, ramène tout le monde à la vie. Peter le voit mourir et le pleure parce que malgré les différends qu'ils ont eus, ils entretenaient une relation mentor-apprenti évidente. Spider-Man a pu exploiter son plein potentiel grâce au fait qu'il ait appris à se détacher d'Iron Man, et Iron Man a réussi à devenir meilleur grâce aux enseignements que Spider-Man lui a appris par ses actions. Et ça, c'est putain de beau. C'est pour ça que c'est selon moi une des meilleures relations qu'on ait eues dans le MCU. Ce second volet de la saga avec Tom Holland s'ouvre sur une séquence nous présentant sans vraiment le dire l'antagoniste du film. Ils ont donc gardé le même schéma narratif que le précédent opus pour ce qui est d'introduire le méchant, mais cette fois d'une manière plus subtile. Ensuite on a la scène rendant hommage aux Avengers morts dans Endgame et Infinity War. Alors j'ai vu plein de gens critiquer cette scène, notamment un youtubeur dont je tairai le nom, et je trouve la critique vraiment pas nécessaire. Alors certes, ce montage est ridicule et drôle par rapport à ce qu'il montre, mais il reste avant tout réel. Ce genre de truc, c'est typiquement un montage de merde qu'on pourrait retrouver sur TikTok. C'est encore une fois pour moi une bonne manière de montrer le point de vue des jeunes dans cette saga qui entretenait une vision digne de la réalité quand leurs personnes favorites disparaissent. Ensuite, un autre point qui a gêné beaucoup de monde, c'est le fait que Peter soit soudainement en crush sur MJ. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est le MCU. Il y a plusieurs années qui se sont passées entre Homecoming et Far From Home sans forcément parler de l'éclipse de 5 ans où tout le monde a disparu. Donc leur relation a certainement évolué et dans Homecoming, on voyait vite fait que les personnages s'appréciaient. Donc non, il y a rien de choquant. Ça arrive même plutôt souvent dans les suites. J'ai pas d'exemple en tête, peut-être... Si, peut-être Ted. Dans Ted 1, John finit en couple avec sa meuf, et dans Ted 2, au début du film, on apprend qu'ils se sont séparés. Et est-ce que ça gâche réellement notre appréciation de ces films? Pas vraiment. Est-ce que je viens de comparer les films Spider-Man au film Ted? Ouais. Ensuite, on aborde un des points principaux du film, qui montre le fait d'assumer ses responsabilités du point de vue inverse du film précédent, où Peter souhaitait faire face à plus de responsabilités en devenant un Avengers sans se rendre compte de celles qu'il avait déjà. Et maintenant, il doit assumer le fait que Spider-Man soit considéré comme un Avenger, mais également futur leader de la prochaine génération de super-héros qui doit être représenté comme un nouvel Iron Man. Et ça a fait grincer des dents, mais pareil, c'est justifié. On montre d'abord faire Spider-Man des choses qu'il n'est pas censé faire, pour ensuite le faire évoluer, c'est tout l'intérêt de ces films. Donc quand on dit Spider-Man doit être le nouvel Iron Man, c'est pas littéralement devenir un gars qui tire des lasers avec une armure. D'ailleurs dans les comics, c'est une des capacités de l'Iron Spider qu'on ne voit pas dans les films. C'est dire à quel point ces projets voulaient quand même pas trop faire de Spidey un Iron Boy Junior. Et le fait d'utiliser le terme nouvel Iron Man, c'est plus symboliquement. Iron Man, c'est devenu une légende, le super-héros qui a sacrifié sa vie pour sauver l'univers. Et donc est-ce que Peter peut être son digne successeur? Un héros prêt à faire face à toutes les responsabilités? Bah c'est justement ce que ce film veut aborder et c'est génial comme idée. Parce que comme on a affaire à un jeune Peter Parker qui sait le poids qui pèse sur ses épaules quand on est un Avenger, du genre empêcher la destruction de l'univers, se faire buter, ressusciter, voir son mentor mourir, avec tout ça, celui-ci ne peut que douter de son statut, surtout quand on a envie de vivre sa vie d'ado et qu'on galère beaucoup avec ses responsabilités. Donc en rajouter d'autres ne serait qu'injuste pour lui. Donc au lieu de les faire face, il les fuit et part en vacances en oubliant son statut de héros pendant un temps. New York étant intrinsèquement lié à l'identité de Peter Parker en tant que Spider-Man, en le faisant quitter cette ville, le film symbolise donc une rupture temporaire avec son identité de super-héros. Et j'en vois déjà certains venir, c'est que des vacances. Il part pas pour toujours, c'est pas comme s'il abandonnait New York parce qu'il préfère rester avec ses proches. N'est-ce pas Andrew? Et avec tout ça, s'il y a bien un personnage qui pourrait encore plus foutre la pression sur les épaules de Peter, c'est Nick Fury. Parce que lui s'en fout de ce que pense Peter. T'es un super-héros, tu assumes, rien à foutre que tu veuilles profiter de ta jeunesse et de tes proches. Donc alors que Peter
profite de ses vacances, il se fait attaquer par un des élémentaux, groupe de méchants qui existent dans les comics mais qui sont très différents des versions du film, pour laisser place au véritable antagoniste aka Mysterio. Et ce que j'aime bien avec toute cette séquence à Venise, c'est le fait que Peter agisse quand même alors qu'il veut être en vacances, parce que c'est à lui de résoudre la situation puisqu'il sait qu'il est seul avec Mysterio à en avoir la capacité. Et surtout, c'est cool de voir Spidey agir en étant pas forcément à New York, parce que ça renforce cette notion extrêmement importante de Spider-Man. Ça peut être n'importe qui sous le masque. Quelle que soit ta culture, ton lieu de vie, ton physique, Spider-Man, c'est juste une personne qui a été au mauvais endroit au mauvais moment. Ou alors au bon endroit au bon moment, ça dépend des points de vue. Donc le voir voltiger en Italie, en Autriche, en Angleterre, non seulement ça renouvelle un peu la formule parce qu'avec 6 films à New York, c'est cool de changer un peu, mais surtout, ça montre à certains fans la possibilité de voir leurs héros être chez eux, et même les pousser à s'imaginer être Spider-Man sans forcément avoir le besoin de se dire qu'on est à New York. Bref, le combat se termine bien, Nick Fury rend visite à Spidey pour lui proposer une mission et lui donner Edith, le MacGuffin du film qui sont les lunettes de Tony Stark que celui-ci voulait lui offrir avant sa mort. Et tout comme le premier film avec le costume, les lunettes ont une symbolique et pas n'importe laquelle, le pouvoir. Un trop gros pouvoir que Peter n'est pas prêt d'assumer, parce que vous savez quoi? Un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Sauf que Peter veut justement les fuir ces responsabilités, et certaines scènes du film sont là pour montrer que Peter ne peut pas maîtriser cette technologie correctement. Ce qui respecte donc la continuité du perso. Peter n'est pas et ne sera sûrement jamais prêt pour être un vrai Avenger, et représenter correctement l'héritage de Stark comme tout le monde le pense. Puis c'est là qu'intervient Mysterio qui commence ses manipulations. Faire croire qu'il vient d'un autre univers, montre qu'il aurait un passé triste. Mais évidemment, pour des fans de Spider-Man, tout le monde se doutait qu'il mentait. Déjà, le film le montre subtilement par sa mise en scène, quand Quentin Beck parle des élémentaux à Peter, et qu'on a ce plan avec un cercle autour du visage de Mysterio, formant le fameux bocal qu'il utilise comme masque, mais symbolisant également que tout ce qu'il raconte provient de sa tête, et donc de son imagination. La scène où Peter parle en privé avec lui, et où la caméra fait un mouvement bizarre où on a l'impression que quelque chose s'approche de lui alors qu'il n'y a rien. Et c'est en revoyant le film qu'on comprend que c'est le vrai Beck qui se rend invisible pour s'asseoir à côté de Peter et vraiment interagir avec lui sans se faire cramer. Mais ce qui était réellement intéressant pour nous, c'est de voir à quel point il mentait et pourquoi. Parce qu'adapter Mysterio, que ça soit en termes de design ou de ses pouvoirs, c'était un pari assez risqué. Bref, on a passé la séquence à Prague où Peter doit encore une fois aller affronter des méchants plutôt que de passer du temps avec la fille qu'il aime. Il affronte l'élémentaire de feu dans une séquence très cool avec plein de moments de mise en scène sympathiques, puis ensuite va boire un coup avec Beck et toute cette séquence est faite pour pousser Peter à donner les lunettes à Mysterio. Celui-ci a failli se sacrifier pour sauver le monde, comme l'a fait Iron Man. Celui-ci a un physique assez proche de Tony Stark. Il y a aussi l'actrice qui ramasse les lunettes de Peter car apparemment il les aurait fait tomber et Beck qui souligne ça pour bien montrer à quel point il n'est pas assez responsable pour garder ses lunettes. Donc désolé mais avec tous ces éléments je trouve ça normal que Peter donne les lunettes à Beck. C'est de la manipulation et Mysterio profite du fait que ça l'emmerde vraiment d'avoir toutes ses responsabilités, donc Peter lui donne et bim, révélation. Et donc là vient le monologue pas très bien amené de Beck qui explique pourquoi il a fait tout ça, et on remarquera que quand il parle de sa création, la réaction du public est différente d'un film à l'autre. Dans Civil War, Stark se moque du nom des lunettes mais personne réagit. Binarily augmented retroframing or BARF. God, I gotta work on that acronym. Là où dans sa tête, Mysterio entend des rires pour montrer à quel point il est taré. Augmented retroframing or BARF. Ensuite, plein de gens ont critiqué le fait que c'est encore un méchant lié à Iron Man. Alors déjà on a vu que le vautour c'était pas vraiment le cas. Il détestait Stark mais en avait rien à foutre de lui. Là où Mysterio voue une plus grosse haine envers lui mais ne fait pas tout ça à cause d'Iron Man. Il a toujours été fou, il s'est littéralement fait virer à cause de son instabilité mentale. Ensuite si on se réfère aux comics on remarquera que niveau travail d'adaptation c'est toujours aussi quali. Parce que Mysterio à la base c'est un mec qui travaille dans les effets spéciaux au cinéma. Et du coup c'est intéressant de voir que le film montre le personnage tout le long comme un acteur de film. Il en fait des caisses, crée lui-même des mises en scène, des costumes, porte même une tenue ressemblant à celle de motion capture pour mieux gérer les effets spéciaux. Après, dans les BD, il se présente comme un super-héros, comme dans le film, mais un super-héros capable d'arrêter Spider-Man, car oui, comme J. Jonah Jameson donne une mauvaise image du héros, Quentin Beck va compter sur les médias du Daily Bugle pour se donner une belle image, et pour ça doit arrêter Spidey pour faire plaisir au patron, alors qu'en vérité il n'est qu'un prestidigitateur sans pouvoir. Dans le film, il fait quasiment pareil, il se fait passer pour un héros car il aime la gloire et le
de pouvoir qui, comme on l'a dit précédemment, est symbolisé par les lunettes Edith, mais pour arriver à ses fins, il doit faire face à Spider-Man. Donc l'approche est différente, mais l'idée derrière est la même, et donc c'est pour ça que c'est génial et qu'il n'est pas un méchant d'Iron Man. Le film continue et fait avancer la relation Peter-MJ qui est une relation très basique. Il n'y a rien de vraiment intéressant à dire honnêtement, à part que MJ fait avancer le scénario en faisant comprendre à Peter que Mysterio est une fraude. Mysterio de son côté prépare sa future mise en scène, on accentue le fait que c'est un malade mental qui est prêt à tuer tout le monde pour la gloire, et est prêt à tuer Peter Parker parce qu'il a découvert son secret. Peter va en Allemagne pour raconter la vérité à Nick Fury qui est en fait une illusion de Mysterio, et vient enfin ma scène préférée de tous les films Spider-Man réunis, la scène des illusions. Bon là je pense qu'il n'y a aucun débat, cette scène est excellente, que ça soit sa mise en scène, ses visuels, son rythme, tout est génial et contraste parfaitement avec le reste du film. Beaucoup ont critiqué le fait qu'on n'ait pas eu plus de séquences comme ça, mais je trouve que ça aurait justement dénaturé ce passage et l'aurait rendu banal. On doit comprendre qu'on n'est plus dans la réalité, mais dans un monde quasiment onirique, voire cauchemardesque. La scène explore toutes les pensées que Peter porte en tant que Spider-Man, en se servant de Mysterio pour exploiter sa culpabilité et ses doutes sur sa capacité à succéder à Tony Stark, reflétant ainsi les luttes internes que Peter éprouve pour se voir comme un héros capable et digne de confiance. Et le fait que Peter ne puisse pas immédiatement distinguer la réalité de l'illusion, met en lumière une nouvelle thématique, les défis liés à l'identification correcte des amis et ennemis, reflétant la déception et la difficulté à discerner la vérité dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, conduisant donc Peter à réellement douter de lui. Et le film se sert de la figure de Happy Hogan, personne connaissant très bien Stark et le monde des super-héros, pour expliquer que les compétences de Peter ne résident pas uniquement dans la technologie ou dans les attentes des gens, mais dans ses propres choix et sa propre vision en tant que héros. Il ne doit pas devenir le nouvel Iron Man, mais s'affirmer en tant que Spider-Man. La conversation avec Happy est un catalyseur pour la maturité de Peter. Il passe de l'état de doute et d'incertitude à une position où il est prêt à prendre des décisions courageuses et affronter les défis avec une nouvelle perspective, ce qui marque une étape importante dans son développement en tant que super-héros et en tant qu'individu. Vient alors le moment où il se fabrique un nouveau costume, et encore une fois beaucoup de gens ont gueulé parce que tu comprends, c'est pas vraiment lui qui a fait de ses propres mains. Alors faut savoir un truc, c'est que beaucoup appellent ce costume le costume homemade, donc fait maison. Et chaque version de Spider-Man a eu le droit à sa version fait maison. Mais en vérité, c'est lui le vrai costume de Tom Holland. C'est sa version finale du costume de Spider-Man, parce qu'il est pauvre et n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour se faire des tenues comme Tobey et Andrew. Et même quand il change de tenue pour celle de l'Iron Spider par exemple, on montre que ses conditions de vie sont toujours les mêmes. Regardez ce plan où pour recharger son costume, il doit brancher je sais pas combien de câbles et foutre un bordel car le gars vit dans un appart avec une électricité éclatée du Queens. Donc c'est drôle de voir les gens critiquer le Spider-Man du MCU en disant oui c'est un privilégié, il est aidé par les riches. Oui et non, c'est pas vrai mais c'est pas faux non plus, c'est juste plus compliqué que ça en a l'air parce que ces films sont moins cons que ce que vous pensez. Donc en fait, c'est plutôt malin d'utiliser une figure richissime pour permettre à Peter de se créer ses gadgets. Sa tenue, son design, ça offre la possibilité d'avoir du renouveau avec le personnage. Et est-ce un mal de se renouveler surtout quand c'est bien fait ? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de pas aimer? Bien sûr. Mais encore une fois, ça sert à rien de dire que c'est de la merde alors que c'est juste votre avis. Bref, arrive le combat final et franchement, c'est trop bien. C'est spectaculaire, certaines attaques du héros sont bien cherchées et bien mises en scène. Par la suite, Peter n'a alors plus de gadgets pour se battre et se sert de son intelligence pour fabriquer une bombe et exploiter les armes de Beck en sa faveur. Il se sert de son Spider-Sense pour localiser les drones ennemis, et le détail qui change aussi notre perception de cette scène, c'est le fait que Spidey ferme les yeux pour mieux se concentrer. C'est tout con, mais c'est incroyable. Ensuite vient ce plan séquence de Spidey qui explose les derniers drones en Beast Mode, et c'est jouissif bordel, c'est encore une fois l'une de mes scènes préférées de la saga, parce qu'on sent réellement la puissance du personnage et sa vitesse, au point qu'on est perdu dans la chorégraphie et qu'on ne sait même plus où est le sol et le plafond. Tout ça se termine sur Peter qui chope Beck, d'une manière très impressionnante car même dans le mal, il essaye toujours de manipuler Peter, mais comme maintenant son Spider-Sense l'avertit, il le sait. Il pécho ensuite MJ, retrouve Tante May, et le film se finit sur Peter qui voltige dans New York dans une scène incroyablement sous-cotée, parce qu'elle est certes moins bien que les anciennes scènes, mais elle est loin d'être mauvaise. Cette séquence déborde de créativité et de trucs cool, que ça soit dans les jeux de reflets avec les gratte-ciel de New York, les combinaisons de gadgets qu'il exploite, la musique incroyable, les choix de mise en scène aussi, parce que c'est bien beau de gueuler comme quoi c'est pas comme Raimi ou Webb, mais faut savoir qu'une mise en scène c'est pas fait pour que vous vous branliez dessus, mais pour vous raconter quelque chose. Et là le fait d'avoir des plans moins en mouvement, voire à certains moments fixes et focalisés sur le personnage, c'est pour rendre ça plus personnel, car le héros est encore à un stade où il doit évoluer,
faire gaffe à ne pas faire de conneries. Dans le film précédent, il avait encore le vertige quand il était en haut du Washington Monument. Et moi je trouve ça malin parce que si par exemple toi derrière ton écran je te donne le pouvoir de l'immortalité et que je te donne l'obligation de sauter d'un immeuble de 400 mètres et que tu sais que t'auras aucun risque, et bah quand même tu vas y réfléchir avant 2 fois avant de sauter parce que avant tout tu es un humain. T'as des pouvoirs de fou, ça y a pas de souci, mais tu penses et réagis comme un être humain. Là où dans ses versions précédentes, le héros pouvait se balancer d'un bâtiment à l'autre sans problème en l'espace de 5 minutes. Toute cette séquence de voltige n'en reste pas moins impressionnante à certains moments. Des plans en contre-plongée sont faits pour donner un sentiment de grandeur au personnage et au décor qui l'entoure. Des plans de caméra qui passent de plans larges sur Spider-Man à rapprocher quand il ralentit pour rendre l'action plus vivante comme si nous-mêmes voltigions avec lui. C'est pas du chef-d'œuvre de mise en scène, mais ça fait largement le taf, et dire qu'il n'y en a pas, c'est ne pas savoir ce que c'est de la mise en scène. Ce passage, c'est avant tout un moyen de montrer que Peter assume pleinement ses responsabilités. Le fait d'être Spider-Man et d'être de retour à New York, dans un environnement qu'il connaît et peut de nouveau exercer ses pouvoirs en toute confiance. C'est une manière de montrer qu'il a repris le contrôle après les manipulations de Mysterio, car les attaques en dehors de New York étaient une manière pour Beck d'exploiter la vulnérabilité de Peter lorsqu'il essaye de se distancer de son rôle de héros, tout en rendant symboliquement plus difficile pour lui de fuir son destin. Alors ce film a selon moi plus de qualité, mais aussi plus de défauts que le premier. Déjà, il y a le fait qu'on n'arrive pas à être impliqué dans ce qu'il se passe puisque tout est rigolo, et que c'est une sorte d'épilogue à la saga de l'infini du MCU, où donc tout doit forcément bien se finir. Tout ce qui se passe à la fin du film, on sait qu'aucun personnage ne va mourir ou est réellement en danger, tout ça à cause de la tonalité du récit. Les enjeux sont donc faussement importants et donnent un film qui est avant tout là pour faire évoluer le personnage ou les statuts de Peter sans réellement impacter le MCU. Enfin, et on l'a déjà évoqué plus tôt, mais la relation Tante May Peter Parker est absente de ce film. Celle-ci sait qu'il est Spider-Man, mais ne montre à aucun moment l'impact que cette info a sur elle. Après, on voit quand même que la pilule a dû bien passer puisque celle-ci encourage toujours Peter à être meilleur et à jouer les héros, ainsi qu'à participer à des événements caritatifs car comme dans les comics, Tante May travaille au Fist car elle veut aider les plus démunis tout comme Peter. Donc même si cette séquence développe légèrement les motivations des personnages et c'est cool, pour ce qui est de leur relation, c'est pas très clair et c'est pas seulement dommage, mais c'est pour moi un énorme défaut. Parce que Tante May qui découvre qui est Spider-Man, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu au cinéma et qui selon moi aurait dû donner une scène aussi iconique que celle du jeu vidéo. Bon, j'aime pas No Way Home. Non, alors c'est pas vraiment que je l'aime pas, c'est plutôt un des films Spider-Man que j'aime le moins bien. Mais comme je l'ai dit, on va toujours aller dans le sens inverse de l'avis des gens. Donc si beaucoup pensent que c'est de la merde, moi, je vais devoir vous prouver le contraire. Le film s'ouvre sur là où on nous a laissé dans Far From Home. La véritable identité de Peter Parker a été dévoilée au monde. Et c'est déjà cool de pas avoir fait la même connerie que le précédent volet et de sauter cette révélation. Là, on montre clairement les conséquences que ça a eu sur Peter et ses proches. Et le moment de mise en scène qui met bien en avant ça, c'est ce plan séquence d'1 minute 35 où la caméra suit Happy, puis Peter, puis MJ, puis May, et ainsi de suite de manière fluide et chaotique. Et cette continuité sans coupure reflète justement l'état de chaos soudain dans lequel Peter est plongé. Il n'y a plus aucun moment de répit pour le spectateur comme pour Peter. On est constamment pris au piège dans cette nouvelle réalité. Le plan séquence accentue donc le sentiment d'urgence et de désorientation que le perso ressent alors que sa vie privée et sa vie publique sont désormais impossibles à séparer. Les journalistes, les voisins, les hélicoptères et la pression médiatique envahissent immédiatement son intimité. Ce qui reflète à la fois sa perte de contrôle et l'impact énorme que cette révélation a sur sa vie quotidienne. Et en étant filmé sans coupure, on voit que Peter est dans un état de vulnérabilité constante. Ensuite, on a toute cette séquence qui va venir compléter ses idées où le monde entier se met à s'attaquer à la vie privée de Peter. Parce que beaucoup pensent qu'il est un meurtrier, car, je le rappelle, les New-Yorkais ne sont pas toujours d'accord avec les actions du héros. Oui bonjour, ici Enzo du montage. Je voulais juste vous parler d'un point que j'ai oublié d'évoquer, mais je trouve ça quand même très marrant que le film se foute ouvertement de la gueule des personnes qui considèrent le Spider-Man du MCU comme Iron Man Jr. Parce qu'ils se servent du Daily Bugle pour partager cette information, Daily Bugle qui, je le rappelle, est synonyme justement de désinformation. Autrement dit, ceux qui pensent ça disent de la merde. Ensuite, on a Damage Control qui, je le rappelle, est une société qui appartient à Stark, qui se met à interroger et à reprendre les objets qui ont été donnés à Peter. Les membres de Damage Control cherchent toutes les infos pour mettre Peter en état d'arrestation, voire même MJ, Ned et May, pour avoir collaboré avec lui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le film allait réparer la connerie du précédent, parce que Damage Control fait comprendre à May qu'elle a soutenu Peter à jouer les héros, ce qui est donc illégal, et est passible de lui faire perdre la garde de son neveu. Sauf qu'au final, on retraite plus jamais de ça dans le film, ils l'ont juste installé pour mettre en avant le fait que les actions de Peter en tant que Spider-Man ont des répercussions bien au-delà de lui-même. Donc d'un côté c'est cool parce que ça justifiera les actions de Peter par la suite, mais de l'autre,
C'est dommage parce qu'on aurait pu réparer les pots cassés. Bref, heureusement Matt Murdock aka Daredevil vient en aide aux héros pour faire face à la justice, et bordel, cette entrée de mise en scène est classe. Et enfin, on a le droit d'avoir le duo Daredevil-Spider-Man sur grand écran, même si c'est pas sous forme de super-héros et que ça dure 30 secondes. Mais bon, heureusement que pour Spider-Man 4, ils ont prévu... Je m'en remettrai jamais de cette décision de merde. Sony allait vraiment vous faire enculer. Les Parker emménagent chez Happy pour éviter de se faire harceler au quotidien chez eux. Peter, MJ et Ned retournent en cours et doivent subir le regard des autres, ce qui montre que la révélation de l'identité de Spider-Man gâche la possibilité pour Peter d'avoir la vie normale qu'il rêvait, et qu'il ne peut plus jongler entre ces deux identités. S'ensuit des séquences de tentatives d'être recruté quelque part, mais surtout au MIT. Sauf qu'à cause de la figure controversée qui est devenue Spider-Man, aucun d'entre eux ne peuvent avoir la vie qu'ils souhaitent et méritent. Et ça, c'est la goutte de trop pour Peter, et va donc demander à Doctor Strange de faire un sort pour changer tout ça. Et pour beaucoup de personnes, c'est incohérent. Genre, le gars, on lui a gâché sa vie et celle que ses amis voulaient et méritaient, et vous trouvez ça incohérent que lui souhaite inverser la tendance ? Alors vous allez me dire oui, mais c'est aussi incohérent que Strange vienne en aide à Peter, et d'un côté oui et d'un côté non. Les mecs sont amis, ils ne veulent que du bien l'un pour l'autre, ce qui est montré à la fin du film quand Strange dit ouvertement qu'il apprécie la personne qu'est Peter, et que ça lui fait mal de gâcher sa vie. Mais je vais pas faire le relou, c'est vrai qu'ils auraient dû trouver une meilleure justification. Un truc en plus qui pousserait Strange à faire le sort. Du genre un sort qui ferait oublier à tout le monde que Wong est le sorcier suprême, et que ça a toujours été lui, et donc il ferait d'une pierre deux coups, et permettrait par la suite de faire une nouvelle sous-intrigue où Strange doit réparer sa connerie auprès de Wong et accepter qu'il n'est plus le sorcier suprême. Tout comme Peter devra accepter que pour le bien de ses amis, son identité doit disparaître. Putain, mais engagez-moi en tant que scénariste, bordel! S'ensuit le passage où Strange commence le sortilège et que Peter le dérègle, ce qui ouvre des brèches à travers le multivers, et ça n'a aucun sens. Ils auraient dû expliquer en quoi un sort d'oubli peut impacter le multivers. Du genre une justification qui dit que le sort puise dans une autre réalité pour en créer une nouvelle où tout le monde a oublié qui est Spider-Man. Marvel, engagez-moi en tant que scénariste! Et le pire, c'est que Kevin Feige lui-même justifiera que si le multivers a été impacté dans No Way Home, c'est à cause des événements de Loki saison 1, et bordel, oui, ça serait un petit peu plus logique. Mais dans ce cas-là, faut le dire dans le film. Du genre, se faire poser la question à Strange sur pourquoi le sort a capoté à ce point-là. Ce qui aurait pu être abordé pour Multiverse of Madness. Et là je m'éloigne un peu plus de Spidey pour parler du MCU, mais bordel, vous avez fait 3 projets sur le multivers, et à aucun moment ces projets ne sont liés, même pas un petit fil rouge. Bref, le sort capote, Strange le stoppe, mais au final on se rendra compte que certains univers ont eu le temps d'entrer en collision avec l'univers de Tom Holland. Et on parle bien évidemment de l'univers d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire et de Venom la merde. Et à partir de là, le film part un peu en cacahuète. On a des séquences d'action plutôt moyennes avec Octopus, le bouffon vert, l'homme sable et Electro, parce que Peter doit les récupérer pour que Strange mette en forme un sortilège pour les renvoyer chez eux. Il y a aussi le lézard que Strange a récupéré. Et la justification de leur venue dans ce monde, c'est qu'ils connaissent tous l'identité de Spider-Man. Et vous allez me dire, mais Electro il connaît pas l'identité de Spider-Man? Oui. Alors à la base, je voulais faire une justification en mode dans The Amazing Spider-Man 2, après être mort, la conscience d'Electro est restée sur les lieux et a entendu le nom de Peter. Ce qui explique pourquoi quand il réapparaît dans le monde du MCU, il n'a plus de forme physique et doit se ressourcer pour en trouver une nouvelle. Ce qui peut être une explication logique, mais comme j'ai été trop gentil avec les films de Tom Holland et que vous allez me le reprocher, cette incohérence, je vous la laisse. On a également un combat très cool contre Strange, car ils ne sont pas d'accord sur le destin des vilains. Petite mention pour saluer que c'est génial d'avoir trouvé un moyen de mettre l'effet du Spider-Sense possible visuellement sans que ça paraisse bizarre. Spider-Man bat Doctor Strange grâce au mat, et honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça, puisque dans tous les cas Strange n'est plus le sorcier suprême et ne fait que sous-estimer Spidey tout le long de leur combat. Mais cette incohérence là aussi, je vous la laisse. Il y a aussi la question de temporalité. Certains sont revenus avant leur mort, d'autres au moment de leur mort et d'autres après les événements de leur film. Et moi je trouve ça pas con. Ça permet d'installer un doute pour l'homme sable et le lézard qui ne savent pas s'ils se sont fait tuer par Spider-Man à un moment donné. Et donc met en place des trucs qui vont venir justifier leur comportement par la suite. Bref, tout le film devient donc Spider-Man qui doit ramener les méchants dans leur univers en les guérissant. Et ça aussi je trouve ça pas con parce que s'il guérit Electro, celui-ci ne pourra pas s'auto-tuer avec l'électricité qu'il renvoie sur Andrew. Pour le bouffon vert de ne jamais se transpercer le corps. Pour l'homme sable, ça change rien du tout. Pareil pour le lézard et pour Dr Octopus. Bah, il meurt quand même. Parce que le film dit qu'il a été changé d'univers au moment du combat final de Spider-Man 2, et où donc le soleil va détruire New York. Donc quand il reviendra dans son univers,
il devra quand même se sacrifier. Mais du coup, cette idée de sauver les méchants, c'est du Spider-Man. Ça fait partie même de l'essence de ce Peter, puisque dans Homecoming, il a sauvé le vautour de la mort, donc ça sort pas du tout de nulle part. Plus tard, on a la séquence dans l'appart de Happy où tout va partir en couille à cause du bouffon vert, et c'est pour moi la meilleure scène du film. La caméra se fixe sur Peter, tandis que l'environnement autour de lui semble se rétracter et s'éloigner, créant une sensation d'isolement et de confusion car un danger est proche. Le son ambiant est progressivement atténué, ajoutant une tension et accentuant l'idée que Peter est en train de se concentrer profondément sur ses sensations internes. La séquence marche d'autant plus par rapport à ce qui a été installé avant. Le fait que Jameson va foutre la merde, que le lézard pourrait aussi foutre la merde, que Electro et l'homme sable commencent à douter de Peter et pourraient foutre la merde, et enfin Norman Osborn qui rebascule en bouffon vert, ce qui pourrait foutre la merde. Le plan qui était alors focalisé sur Peter s'éloigne pour un plan d'ensemble de la pièce avec tous les personnages afin de donner ce sentiment que la menace peut venir de n'importe où. Ensuite, Peter découvre que le bouffon vert va tout niquer avec l'utilisation du Spider-Sense, ce qui est directement lié à l'arc émotionnel de Peter. Il découvre trop tard que son espoir de rédemption pour les méchants, en particulier pour Norman Osborn, est une illusion. Ce moment marque le début d'une descente tragique pour Peter qui culminera avec la mort de sa tante May et le sentiment de culpabilité qui en découle. Dernier détail important à ce moment-là du film, c'est que les dernières paroles de May sont: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Beaucoup ont trouvé ça forcé, et moi pas du tout, parce que je trouve ça justifié par rapport à ce qui se passe et aux conséquences que ça va engendrer par la suite. May veut faire assumer à Peter pleinement les responsabilités qui viennent avec ses pouvoirs, même si cela implique des sacrifices. La mort de sa tante devient pour Peter un tournant émotionnel, où il réalise que les choix qu'il fait peuvent avoir des conséquences plus tragiques, mais qu'il doit néanmoins continuer à agir pour le bien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est censé le savoir, et du coup c'est pour ça qu'il répond à May: je sais. Ce Peter a toujours su qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités, sauf que cette fois ça sera la responsabilité la plus dure à porter, la mort du dernier membre de sa famille. Maintenant on est arrivé au moment full fanservice, l'arrivée d'Andrew et Toby. Beaucoup sont déçus de l'entrée qu'ils font, dont moi. On aurait tous préféré une scène à la Endgame où les persos débarquent au moment où les héros en ont le plus besoin, sauf qu'en fait, bah c'est le cas. Alors je sais qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus épique, mais le fait de déjouer les attentes permet de faire quelque chose de plus original et drôle afin de respecter l'esprit de Spider-Man, parce que s'il y a bien un héros qui peut être de retour après des années d'absence et faire une entrée sur le ton de la rigolade, c'est bien lui, et peut-être Deadpool aussi. Donc non, perso les faire venir dans une cuisine ne me dérange pas plus que ça. Le fait que ça soit Ned qui les fasse venir non plus. Dans Doctor Strange, on montre justement que pour faire fonctionner les anneaux magiques, il faut avant tout croire à ce que l'on veut faire apparaître. C'est pour ça qu'ils l'ont téléporté dans une situation mortelle dans son film, parce qu'il sera obligé de croire à 100% pour sa survie. Et donc Ned à ce moment-là a besoin de voir Peter Parker, et donc des portails s'ouvrent, mais comme il maîtrise mal la magie, il ouvre des portails au mauvais Peter, pas aux endroits qu'il veut, et n'arrive plus à les refermer. S'ensuit la scène avec la réunion des 3 Spider-Man, et je trouve ce moment extrêmement moche. Mais certaines idées de mise en scène et de narration sont au moins là. Tom, qui est dévasté et prêt à tuer tous les vilains, a en face de lui 2 versions de lui-même. Celle de Tobey Maguire qui incarne un Peter plus âgé et plus sage, ayant surmonté ses chagrins pour devenir plus mature et plus en paix avec lui-même. Il représente l'acceptation et la rédemption après la douleur. Et enfin Andrew Garfield qui lui est encore marqué par la perte de Gwen, et représente un Spider-Man qui n'a pas complètement guéri. Portant un certain regret, il symbolise la colère et la culpabilité que Peter pourrait ressentir, et il le met en garde contre les dangers de s'y perdre. Donc les 2 Spider-Man incarnés par Tobey et Andrew symbolisent à la fois le passé de Peter, mais son avenir potentiel. Ils sont les reflets des différentes étapes de la douleur, du deuil et des choix à faire pour éviter le pire. Par la suite, les 3 Peter se mettent à collaborer pour soigner les vilains, avec un enchaînement de discussions drôles et rempli de fanservice. Et au-delà de faire kiffer les fans, je trouve que le fanservice du film est utile pour la narration. Ça permet aux personnages de se créer une alchimie tout en faisant plaisir aux spectateurs. D'une manière générale, le fanservice dans ce film est plutôt bien, mais je trouve ça quand même stupide de la part des gens de dire « Ouais, mais si tu retires le fanservice du film, ça devient de la merde. » Bah, pourquoi le retirer? C'est comme si je disais, si on retire tout ce qu'il y a de bon dans un film, ça devient un mauvais film. Sans déconner. Donc oui, le fanservice dans No Way Home est plutôt bien géré, et je vais pas faire l'aveugle là-dessus. Vient alors le combat final, et c'est moche, mal filmé, l'action est pas folle, mais le combat contre le bouffon vert, eh bien, d'ailleurs ça fait plaisir de voir un Peter Parker sombrer et ne plus vraiment retenir ses coups pour la première fois au cinéma. Et l'intervention de Tobey qui empêche le bouffon de se faire planter par son propre planeur, c'est une idée géniale qui fait à la fois écho à l'évolution de Tom et au premier film de la saga de Tobey. Tom sauve le bouffon, va voir Strange et lui demande de faire oublier à tout le monde qui est Peter Parker pour empêcher le sort de se propager car le bouffon avait détruit le cube qui le contenait juste avant. Et c'est logique, beaucoup n'ont pas compris et je vais vous expliquer, le sort qui a fait venir plusieurs univers est un sort qui est de faire
faire oublier que Spider-Man est Peter Parker. Donc s'il jette un autre sort qui fait oublier qui est Peter Parker, le sort d'avant s'annule et donc tout le monde peut rentrer chez soi en vie. Sauf Dr Octopus. Voilà, j'ai expliqué, parce que j'ai aussi vu plein de conneries dire « Ouais, mais Toby et Andrew, eux aussi, dans leur univers, on va les oublier ». Non, c'est juste l'univers de Tom Holland. À la base, les deux sorts ont été faits pour l'univers de Tom Holland, donc ça a aucun sens que ça impacte les deux autres. Et donc il est important de montrer à quel point ce Peter Parker a gagné en maturité et a évolué au cours de ses films. Certes, il a fait des bourdes, mais finit toujours par les réparer en assumant pleinement ses responsabilités. Parce que c'est Spider-Man. La scène avec Happy devant la tombe de Tante May est touchante, mais bordel, pourquoi ne pas avoir mis la tombe d'Oncle Ben? Je sais que cette trilogie n'a pas besoin qu'on monte d'origin story et qu'on nous montre des flashbacks de Ben, mais au moins le mentionner ou montrer son blast quelque part. La scène de fin avec MJ est géniale et franchement c'est ce genre de scène émotionnelle que je veux plus souvent voir avec ce Spidey. La scène de voltige de fin est pas terrible, mais le nouveau costume est magnifique et est certainement le meilleur qu'on ait vu en live action. Et tout ça annonce que du bon pour la suite. Selon moi, cette saga avait très bien commencé. C'était pas parfait, mais on avait de bonnes bases. Homecoming possédait une histoire bien foutue avec un récit initiatique plaisant à suivre, des personnages, des visuels très cool avec une colorimétrie bien travaillée, des musiques et une gestion de bruitage lors de certains moments de tension excellente, des références au genre du teen movie bien utilisées et bien mis en adéquation avec la sauce Marvel qui donne un film qui dégage une vraie ambiance feel good movie d'été, qui personnellement, même si je n'avais pas aimé le film la première fois, m'a quand même marqué. Ensuite on a eu Far From Home qui reste dans le même style avec des défauts assez importants mais avec des qualités indéniables pour ce qui est de la mise en scène, des visuels, des musiques et des personnages. Puis on a eu No Way Home qui fait à la fois avancer et retourner en arrière l'évolution de Peter pour satisfaire les fans hardcore qui n'aimaient pas cette version du personnage et je trouve ça dommage. Le film est plein d'incohérences mais certaines peuvent être justifiées. Le scénario est mal écrit, les visuels et mise en scène très médiocres, mais pour ce qui est des musiques et du respect du personnage de Spider-Man, c'est toujours aussi cool. Cette saga avait des ambitions beaucoup moins grandes que les précédentes et c'est ce qui lui a sûrement porté préjudice, puisque les fans étant des fans vont faire des comparaisons débiles et parfois insensées pour abaisser ces films Spider-Man qui sont honnêtement sympas sans plus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se mettre à critiquer que ce que ces films auraient dû faire et plus s'attarder sur ce qu'ils sont. Et ils sont ok. Juste ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou alors à la disliker si elle vous a pas plu. De toute façon, je m'en bats les couilles, on voit plus les dislikes. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et commenter votre avis. Par contre, attention, pas d'insultes, ça sert à rien de m'enclencher ou alors de vous entre-insulter pour certains. Ici, on débat, on ne donne que son avis. Et personne n'a le droit de vous imposer ce que vous devez aimer et ne pas aimer, c'est votre avis.